moustiquaires, autant de questions qui font débat aujourd'hui. Le point avec Kevin Battista et Peter O'Brien. C'est un tueur minuscule mais redoutable, le moustique. Le paludisme qu'il transmet demeure une infection moins combattue que d'autres problèmes sanitaires. La maladie est pourtant assez facile à prévenir et a déjà fait l'objet de nombreuses recherches. Deux raisons qui poussent plusieurs chercheurs à proposer une vaste campagne d'éradication du paludisme. Pendant trop longtemps, l'éradication du paludisme n'a été qu'un rêve inatteignable, mais désormais nous avons la preuve que cette maladie peut et doit être éradiquée avant 2050. En 2017, près de 220 millions de personnes dans le monde étaient touchées par ce fléau et plus de 400 000 en sont mortes, pour la plupart des nourrissons et des enfants, dans les régions les plus pauvres d'Afrique. Après des années de diminution, la situation stagne depuis 3 ans. D'après les experts, il faudrait consacrer environ 2 milliards d'euros de plus par an pour faire disparaître la maladie d'ici 2050. Un chiffre ambitieux quand un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, publié quelques semaines plus tôt, refusait de fixer des objectifs chiffrés pour éviter les frustrations. Les moustiquaires traités à l'insecticide sont un moyen bon marché et très efficace pour lutter contre ce que l'on appelait la fièvre des marais. Si aucun vaccin n'est encore au point, déjà des tests de vaccination à grande échelle sont en cours, au Malawi et au Ghana notamment. Marc Gasselou-Etchegori, médecin épidémiologiste, merci de nous accompagner tout au long de cette édition spéciale consacrée au paludisme. Vous l'avez entendu dans ce sujet, certains disent que la maladie pourrait être éradiquée d'ici 2050. Est-ce que vous y croyez et concrètement comment? Alors, non, je n'y crois pas beaucoup. Je n'y crois pas beaucoup. Je rappelle quand même que dans les années 60, on pensait avoir éradiqué cette maladie. Il faut se rappeler que la seule maladie que l'on a éradiquée, c'est la variole pour l'instant. Mais en revanche, ce dont je suis convaincu, c'est que l'on peut continuer les efforts pour arriver à la contrôler, cette maladie, et faire en sorte de diminuer très grandement le nombre de morts et la transmission, ce qui veut dire aussi le nombre de malades. Et ça, avec des efforts, on peut y arriver. Bon, on en reparlera tout à l'heure. On va d'abord se pencher sur une autre chose. Pour en venir à bout de cette maladie, il faut des fonds. Et c'est l'objectif de la conférence organisée à Lyon. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, s'était fixé l'objectif de 14 milliards d'euros pour les 3 maladies, le sida, le paludisme et la tuberculose. Sur le papier, l'objectif est atteint. On fait le point avec notre envoyée spéciale, Zora Ben-Miloud. Il aura fallu des heures et des heures de négociations avant qu'Emmanuel Macron puisse monter sur scène et annoncer que cette somme tant espérée sera bien récoltée. Pour l'atteindre, il était demandé aux États donateurs d'augmenter leur contribution au Fonds mondial. La France, elle, promet une aide d'1,4 milliard de dollars. C'est 20% de plus que sur la période précédente. Alors cet argent, il permettra désormais au Fonds mondial de lutter contre le paludisme, le VIH et la tuberculose. 3 maladies qui font chaque année 3 millions de morts à travers le globe. Il est important de préciser que plus de 70% de cet argent récolté ici à Lyon ira ensuite en direction du continent africain. C'est là que ces maladies sont les plus présentes, la tuberculose, le paludisme et le VIH qui doivent être à tout prix éradiqués de la surface de la planète. C'est l'objectif fixé au terme de cette 6e conférence du Fonds mondial. Alors vous l'avez entendu, Zora Ben-Miloud l'a dit, les chefs d'État africains ont été largement sollicités pour se lever de fonds. C'est sur le continent que le paludisme fait le plus de morts. Notre envoyé spécial a pu tendre le micro à quelques-uns d'entre eux. Le Camerounais Paul Biya, le Nigérien Mamadou Issoufou. Ils ont accepté de répondre à nos questions. Écoutez. Chez nous, ça évolue, ça a baissé, mais avec la poussée démographique, évidemment, il faut toujours s'adapter. Nous sommes décidés à combattre cette pandémie. Il ne faut pas se décourager. J'ai annoncé une contribution. Pour nous, c'est 3 milliards de francs CFA. C'est pas rien. C'est une bonne contribution. Et on va continuer à contribuer. J'ai noté cette mobilisation très forte et j'ai lancé un appel par rapport aux pays du Sahel qui sont confrontés aux difficultés que vous connaissez, les difficultés du changement climatique qui impliquent d'ailleurs une prolifération avec l'augmentation de la température, une prolifération du paludisme qui implique une paupérisation des populations, ce qui fait que les ménages ont de plus en plus de difficultés à faire face aux dépenses de santé. Et puis l'autre facteur de difficulté, c'est la menace des organisations terroristes et criminelles qui nous amènent à accroître les dépenses de sécurité. Et ces dépenses de sécurité ont un effet d'éviction
si je peux m'exprimer comme ça, sur les secteurs sociaux de base, notamment sur la santé. Alors Marc Gastelou et Etchegori, on va revenir sur la déclaration de Mamadou Issoufou, le président nigérien, mais d'abord, on l'a dit, ce sont des promesses de dons, 14 milliards d'euros, mais est-ce que ces promesses de dons sont tenues? C'est ça la question aussi qu'on se pose, parce que souvent il y a des promesses de dons, mais en réalité, des années après, on se rend compte que les fonds n'arrivent pas. C'est vrai, vous avez raison. Il y a eu beaucoup de promesses, il y a eu... ne serait-ce que chez nous en France, des promesses d'augmenter l'aide au développement et on se rend bien compte qu'on n'a jamais vraiment atteint les plafonds que l'on s'était fixés. C'est vrai. Mais ce que je relève néanmoins dans les interviews que j'entends, c'est que d'une part la somme engagée est conséquente, donc on peut espérer quand même que les fonds seront conséquents. Et c'est vrai qu'il y a eu des efforts dans les dernières années sur le paludisme, le sida et la tuberculose, pas assez évidemment, mais il y en a eu. Et il faut relever particulièrement un engagement politique. À partir du moment où cet engagement politique existe, ça veut dire qu'il y a la concrétisation sur le terrain de mise en œuvre de certains projets qui vont, eux, aider évidemment à diminuer le nombre de malades et le nombre de morts. Certains pays ont d'autres priorités. Mamadou Issoufou l'a dit, il y a le problème du terrorisme, de l'insécurité dans le Sahel, qui fait que les États aussi, et le Niger est un pays pauvre, qui a parfois aussi du mal à subvenir aux besoins de sa population, et là, il est en plus préoccupé par le terrorisme. Le paludisme devient presque secondaire. C'est aussi le problème. Alors, évidemment, il y a beaucoup de priorités, mais on le sait, la pauvreté nourrit la maladie. La maladie nourrit le mécontentement et le mécontentement fait naître beaucoup de choses et contre lesquelles on lutte. Arriver à fournir des soins de santé de base, une alimentation, une prévention pour les maladies aux gens qui habitent, à ses propres citoyens, est certainement une arme efficace aussi pour lutter contre beaucoup de choses. Pas suffisante, mais efficace. Alors, pour revenir aussi encore aux propos de Mamadou Issoufou, le président nigérien, il parle de réchauffement climatique. Là aussi, c'est un problème? Oui, c'est un problème, évidemment, puisque les moustiques, on l'a vu, portent le parasite et vont le transmettre. Et ils ont besoin d'une certaine température pour pouvoir le transmettre. C'est pour ça qu'il n'y en a pas dans les montagnes, c'est pour ça qu'il y en a très peu quand on va vers le nord, par exemple, à cause du froid. C'est pour ça qu'on en a pratiquement, on n'en a plus en France. Et il est évident que le réchauffement climatique peut jouer là-dessus. Oui, c'est une lutte continuelle et qu'il nous faut toujours améliorer les produits avec lesquels on travaille. On a réussi à diminuer le nombre de cas depuis l'apparition des nouvelles thérapeutiques et depuis la diffusion généralisée des moustiquaires, mais dans certains pays, on se heurte encore évidemment à des difficultés. Et on voit bien dans ces pays-là que ce sera la combinaison de plusieurs actions et préventives et curatives qui pourront nous permettre de gagner. Alors on va parler à présent d'une plante qui aurait des vertus de traitement et de prévention contre le paludisme. Il s'agit de l'Artemisia annua, une plante qui crie le débat. Elle n'est pas recommandée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Ses défenseurs affirment que son efficacité et que son coût dérangerait les laboratoires pharmaceutiques qui voient en cette plante un concurrent à leur traitement. Extrait d'un long reportage diffusé sur notre antenne en janvier dernier. Un premier contact avec l'Artemisia suite à une crise de paludisme que je fais à Kinshasa. C'était un paludisme résistant, parce que j'avais déjà pris des antipaludéens, ça ne marchait pas. Et un ami qui travaille déjà avec l'Artemisia m'a proposé la plante comme traitement. Je lui ai dit, bon, je n'aime pas les charlatans avec les plantes, il a insisté beaucoup. Et le troisième jour, je me sentais déjà très bien, il n'y avait plus de maux de tête, il n'y avait plus de fièvre. En 2012, le célèbre Institut de médecine tropicale d'Anvers prend position contre l'utilisation de l'Artemisia annua. On n'est plus au Moyen-Âge. Utiliser des infusions ou des gélules dont la quantité de produits actifs n'est pas connue est, à mon avis, irresponsable. Je n'oserais jamais donner ceci à mon propre enfant parce que je ne suis pas sûr qu'il va guérir et qu'il pourrait mourir du paludisme. Pourquoi est-ce que je devrais le donner à quelqu'un qui vit en Afrique? L'organisation refuse de reconnaître les vertus thérapeutiques de l'Artemisia annua, pourtant inoffensive. Alors, quel est votre avis sur cette plante? Écoutez, c'est une plante que l'on connaît bien, puisque c'est l'armoise, utilisée dans la pharmacopée chinoise depuis très très longtemps. On en a fait un des médicaments qui s'appelle les dérivés de l'artémisinine.
C'est un médicament qui nous a sauvés et qui a sauvé beaucoup de vies, puisque dans la fin des années 90, tous les autres médicaments devenaient inefficaces en cause de l'apparition de résistance. Mais quand on donne un médicament, et moi je suis médecin, on veut savoir exactement ce que l'on donne, on veut connaître le dosage pour les enfants, pour les adultes. Et ça, on ne l'aura pas avec une tisane, ou comme ça a été dit dans le reportage, on ne connaîtra pas finalement la quantité de produits. Mais ce n'est pas la seule chose. On utilise les produits de l'artémisinine, dérivés de l'artémisinine, avec beaucoup de précautions, parce qu'on a peur de l'apparition de résistance. Et on a déjà des signes de faiblesse qui apparaissent. Et donc on les combine avec d'autres traitements. L'artémisinine, l'armoise, est un médicament d'action courte, et on va les combiner avec des médicaments qui ont une action plus longue. Ça évite l'apparition de résistance. Là, on ne joue pas aux apprentis sorciers, on met le feu à la forêt. On a beaucoup de résistance et on a une ligne thérapeutique qui marche, qui sont les dérivés de l'artémisinine. Il faut absolument la préserver. Et je finirai en disant une chose. Si on avait des problèmes d'accès et de coût, évidemment, on serait en train de râler et de dire il y a d'autres solutions. Mais moi je travaille avec Epicentre, qui est l'unité de recherche de Médecins sans frontières, et on n'est pas tendre avec les compagnies pharmaceutiques. C'est pas ça le problème. Or, il se trouve que les médicaments à base d'artémisinine sont actuellement accessibles. Et ce n'est pas leur prix qui pose un problème. Donc on y a accès, on a accès à des produits qui sont sûrs, bien dosés, vérifiés, sécurisés. Il faut les utiliser et ne pas jouer aux apprentis sorciers, comme ça a été dit. Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir accompagnés dans cette édition spéciale pour nous éclairer sur cette maladie qui fait encore des ravages, notamment sur le continent africain. C'est la fin de cette spéciale. Restez avec nous, l'info continue.